Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Al24 News pour ce nouveau numéro des Plumes du Silla. J'ai l'honneur de recevoir Monsieur Féline Christian, auteur du livre La Terre, l'étoile et le couteau aux éditions Shihab. Monsieur Christian, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de me recevoir. Alors, je rappelle que vous êtes présent au Salon international du livre d'Alger. Alors, la saga du 2 août 1936 reconstitue l'histoire de 3 événements décisifs. Parlez-nous, s'il vous plaît, de ces événements et comment avez-vous établi le rapport entre ces 3 événements, justement? Oui. Alors, cette journée est peu connue en France et surtout comme en Algérie, alors que de mon point de vue, elle a effectivement un caractère fondateur. C'est un tournant assez décisif de l'histoire de ce pays. Alors, il se passe 3 choses simultanées dans la matinée de ce même dimanche. Une chose qui était prévue est convoquée à ce qu'on appelait alors le stade municipal, l'actuel stade du 20 août 1955 à Bel-Ouizdad, qui s'appelait Bellecour à l'époque. Un grand meeting est donc convoqué par ce qu'on appelle alors le Congrès musulman, qui était un rassemblement unitaire absolument sans précédent, qui s'était constitué 2 mois plus tôt entre l'association des oulémas, les réformistes religieux algériens, la fédération des élus musulmans, autour du docteur Benjeloul de Constantine, avec le jeune Ferhat Abbas qui était son second, et des militants venant d'organisations de gauche comme le PCA et le Parti socialiste de l'époque. Et ce congrès musulman s'était constitué pour aller discuter avec le gouvernement de Front Populaire qui venait d'être élu à Paris, en pensant qu'on pouvait attendre de lui enfin des réformes pour la situation de cette colonie française et de la place qui y était faite à ce qu'on appelait les indigènes. Et donc, ils se sont engagés à rendre compte de leur démarche auprès de Léon Blum et de ses ministres dans ce stade. Et cela provoque un très grand d'intérêt, une très grande curiosité de la population musulmane d'Algérie, puisque le stade est comble, 15 000 personnes, et que c'est donc de loin le premier rassemblement indigène, comme on disait à l'époque, depuis 1830. Ça, c'est un événement en soi. Alors, 2 coups de théâtre. Le premier, c'est que le matin même débarque à l'aube, venu de Paris, Messali Hadj, un jeune Algérien originaire de Tlemcen qui avait émigré en France 13 ans plus tôt, où il s'était politisé et dans le sillage du jeune parti communiste d'alors, avait créé l'Étoile nord-africaine, une organisation à base ouvrière, à vocation pan-maghrébine et pas simplement algérienne, et qui, pour les 3 colonies françaises de l'époque, l'Algérie et les 2 protectorats du Tunisie et du Maroc, avait avancé publiquement la perspective de l'indépendance. Donc Messali n'était pas attendu. Il retrouve à Alger quelques militants lecteurs de l'Oumma, qui était le journal de l'Étoile nord-africaine dans la Casbah, qui l'attendent au bateau, et il impose sa présence au meeting où il n'était pas invité et fait un discours de 20 minutes en français et en arabe où il apporte son soutien à toutes les revendications du Congrès musulman, qui étaient de liberté religieuse, de défense de la langue arabe, de développement des droits civiques progressifs pour les indigènes et d'égalité sociale, des revendications économiques. Il dit « Je suis bien sûr, comme tout le monde, pour toutes ces revendications, mais je suis en désaccord avec vos mots d'ordre politiques qui étaient, comme les délégués du Congrès musulman étaient très fiers de l'avoir obtenu à Paris, la perspective d'avoir une croissance très progressive du droit de vote pour les indigènes et la perspective de pouvoir contribuer au vote de députés à Paris. Et cela étant placé dans une perspective d'ensemble qui était le rattachement à la France. C'est-à-dire que le Congrès musulman pensant qu'en faisant appel à Paris, on obtiendrait plus
que du gouvernement général qui était dans la défense du statu quo. Et Messali dit non, c'est pas du tout ça la perspective. Pour moi, la perspective, c'est un parlement algérien, une constituante souveraine, élue au suffrage universel, sans distinction de race ou de religion. Ce qui était très clairement, et c'était compris par tout le monde, par le gouvernement général, par la police et par tous ceux qui assistaient au meeting, la perspective de l'indépendance. Si on vote, c'est l'autodétermination, en réalité, sur le terrain démocratique. Donc, et il termine son discours par un geste très symbolique, dont on garde parfois un peu la mémoire ici, et c'est tant mieux, il se baisse, il ramasse une poignée de terre, dans le stade, il dresse son poing cette poignée vers le ciel, et il dit « cette terre n'est pas à vendre ». Il voulait dire « c'est pas pour 3 strapontins au Parlement à Paris qu'on va perdre la terre qui est la nôtre, la terre de la baraka », comme il dit. Donc, c'est vraiment, pour la première fois, au plan politique, l'appel à une perspective de défense des droits des indigènes qui ne s'inscrivent pas dans le cadre français, mais dans le cadre d'une souveraineté nationale. Enfin, deuxième coup de théâtre, exactement au même moment. La même journée, oui. Hein, la matinée. Au même moment, pendant qu'il fait son discours, à 9h30 rue de la Lyre, au pied de la Casbah, le grand moufti, Ben Dali Amor, qu'on appelait Kaoul, est poignardé en pleine rue, et sans qu'on arrête personne, et ça crée une très grande émotion. Immédiatement, le gouvernement général affirmera publiquement que c'est un crime politique, parce que le grand moufti, qui était au fond un fonctionnaire de la colonie au sein du culte musulman, avait envoyé un télégramme à Paris pour dénoncer la délégation du Congrès musulman comme des arrivistes, des gens qui représentaient rien, etc. Et il impute la responsabilité de ce meurtre au principal représentant des oulémas à Alger, qui est le cher Tayeb El-Okbi, qui était le président du Cercle du Progrès, place du gouvernement actuel, place des Martyrs. Alors, cette accusation fera long feu. Le procès n'aura lieu qu'en 1939. Le jeune Albert Camus en rendra compte jour après jour de façon très courageuse dans Alger républicain. Et ça sera un désastre judiciaire pour le gouvernement général parce qu'il apparaîtra publiquement que les dénonciations avaient été acquises sous la torture et que le dossier était vide, il n'y avait aucune preuve matérielle. Cela n'empêche que la manœuvre du gouvernement général a produit ses effets parce que le Congrès musulman sera brisé dans sa dynamique unitaire. Le président Benjeloul démissionne, pris entre la critique de Messali et l'accusation du gouvernement général, et jamais plus le Congrès musulman n'aura la même capacité de mobilisation qu'il avait eue très fortement dans cette année 1936 de grève générale et de renouveau politique en France. Voilà, donc c'est une histoire, vous voyez, un peu chargée, mais pleine de sens et fort intéressante à étudier dans le détail, comme j'ai essayé de le faire, parce que parfois le diable est dans les détails. Exactement. Monsieur Féline, dans votre livre, vous avez reconstitué 3 grands événements qui ont été décisifs. Quelles ont été les retombées historiques de cette unique journée du 2 août 1936 ? Elles sont immenses parce que qu'est-ce qui se passe immédiatement ? Les 15 000 personnes qui étaient venues pour faire applaudir le Congrès musulman, qui portaient tous leurs espoirs, découvrent une perspective nouvelle, un homme nouveau qu'ils ne connaissaient pas, Messali, et lui font un triomphe. On a des images inédites dans le livre où on voit Messali porter en triomphe autour du stade. Et d'autre part, le Congrès musulman est directement atteint par la manœuvre du gouvernement général à partir du meurtre. Et dès lors, il est clair que dans le champ des forces algériennes, il y a 2 perspectives qui vont opposer, même s'ils rechercheront parfois des actions unitaires, ceux qui s'inscrivent dans la perspective de réforme dans le cadre français, ce qui est alors la perspective du PCA lui-même, et ceux qui développent la lutte revendicative dans une perspective de souveraineté
national. Et ça va être le début, très concrètement, à partir de cet événement, du développement en Algérie même de l'étoile nord-africaine. Messali vient s'installer à Alger, fait une tournée de meeting dans la suite de ce meeting dans l'ensemble du territoire, si bien que le gouvernement, avec le soutien implicite du PCA, va dissoudre l'étoile nord-africaine en février 1937, qui se reconstituera immédiatement en France et en Algérie sous le sigle du PPA, le Parti du peuple algérien. Ça conduira à une nouvelle vague répressive, l'emprisonnement de Messali et de ses dirigeants algérois à la fin du mois d'août 1937. Voilà, après c'est le début d'une histoire d'où est né tout le mouvement indépendantiste. Vous savez que... Donc on peut dire qu'à cette époque, c'est le début de la fin. Oui, absolument. Ça n'est pas forcément apparu comme tel à l'époque, encore que quand on lit les rapports et les réactions de la presse, et bien que le mot d'ordre d'indépendance n'ait pas été prononcé, tout le monde a compris que c'était autre chose qui se passait. Et voilà. Et après, c'est toute cette histoire compliquée qui nous conduit jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Felline, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes présent au Salon international d'Alger. Votre livre est publié aux éditions Chihab. Merci à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro des Plumes du Silla. Au revoir.